Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver comme chaque lundi ici à 19h en direct pour ce rendez-vous autour de l'actualité de la comédie française, rendez-vous qui s'intitule « Quelle comédie ?» Alors nous sommes le 10 janvier 2022. Oui. 2022, c'est écrit là. Anne et Molière, une saison anniversaire exceptionnelle qui démarre en fanfare samedi, le 15, jour J des 400 ans du patron de la maison. Ouais. Je dis en fanfare car les caméras vont témoigner ce soir-là non seulement du traditionnel hommage des comédiens, évidemment on va revenir sur ce que c'est que cet hommage parce que tout le monde n'est pas au courant et c'est quand même très spécifique et lié à cette maison, mais aussi d'une création. Une création de Molière, c'est quand même pas banal, c'est-à-dire la version en 3 actes de Tartuffe. Une mise en scène signée Ivo Vanov. Alors pour évoquer cette folle saison, sorte de prélude idéal. J'ai la joie d'être bien entourée. Eric Ruff, bonsoir. Bonsoir. Administrateur général de cette maison. Et Bakary Sangaré, bonsoir. Bonsoir. 523e sociétaire, entré en 2003. Alors, je le disais, nous voilà chez Molière, dans sa maison. Est-ce à dire qu'on trouve ici plus facilement la manière de le jouer qu'ailleurs ? On trouve plus de matière à le jouer qu'ailleurs, parce que c'est évidemment, sans même parler de l'anniversaire, c'est évidemment un auteur phare et obligé, encore que je crois qu'on a déjà fait des hommages à Molière, je crois qu'il y a déjà eu des saisons sans création de Molière, ça arrive assez régulièrement. Il n'empêche que sur une carrière, à la Comédie Française, un acteur, quel qu'il soit, quel que soit son âge, son emploi, son sexe, au bout d'un moment va jouer Molière, donc va se confronter avec cette matière-là, tellement qu'il va en ressortir en ne sachant pas exactement quoi en dire. Je crois que c'est ça, quelquefois on sait quoi dire des choses quand on les a pas traversées, et quand on les traverse, finalement, on en ressort un peu éberlué de la richesse, de la complexité et des possibilités, et qu'on a du mal à dire c'est comme ça ou c'est comme ça. Donc je crois vraiment que s'il y a un lieu sur lequel les acteurs ne répondront pas à cette question, alors Molière, comment ça se joue ? Je crois que les acteurs de la Comédie Française ne pourront pas répondre à ça. Ça se joue sans doute dans tous les sens, dans toutes les expériences, avec une recherche de vérité à chaque fois, qui est un petit peu le concret du théâtre, mais sinon on ne le sait pas. On a ce grand privilège-là de ne pas le savoir. Et de pouvoir y revenir, et donc de creuser son sillon aussi, parce que sans doute aussi qu'on ne joue pas Molière à tous les âges de façon aussi aisée. Est-ce que le jeune premier chez Molière, c'est quelque chose de facile ? Est-ce que les personnages les plus attrayants ne seraient pas aussi des personnages qui ont peut-être un petit peu plus d'épaisseur, d'âge ? Si, et c'est un peu un mystère. Bakary, tu as joué des jeunes premiers, toi, de Molière ? Non. Moi, j'ai dû jouer Orgon. Ouais. Directement à la grande catégorie, quoi. D'accord. Voilà. Moi, je me suis tapé des acoustis, toi, directement. Voilà. Ouais. Vous avez joué des... Ouais, j'en ai beaucoup joué. Mais encore une fois, parce que c'est un emploi à remplir, il y a pas mal de jeunes premiers, de jeunes premières. C'est un peu réducteur de dire ça, d'ailleurs. Ça donne une espèce d'image un peu juvénile et romantique. C'est pas le cas. Ce sont les jeunes en souffrance dans les maisons de Molière. Voilà. C'est les jeunes qui essayent de trouver de la liberté, les jeunes femmes qui essayent d'échapper à un mariage obligé, des jeunes gens qui essayent d'avoir la liberté d'épouser celle qu'ils aiment et pas autre chose, des pères qui veulent leur voler cette jeune épousée à chaque fois. C'est pas des rôles faciles. Je sais pas exactement pourquoi c'est pas des rôles faciles. Moi, j'ai quelques théories là-dessus. Alors, on sait que ce qu'on a de Molière, ce qui est publié dans la Pléiade, n'est pas forcément de lui, parce que il y avait beaucoup de choses qui procédaient d'écriture de plateau, en fait, et en tout cas d'improvisation. Et au bout d'un moment, je pense qu'un éditeur, je ne sais pas quel scribe, un petit peu savant et éclairé, a décidé que c'était ça la version. Et de temps en temps, ce sont des langues qui sont dures à mettre en bouche à cause de ça, parce que on ne sait pas exactement. Voilà, il y a une diversité, en fait, comme si ça avait été enregistré. Style même. Ouais, absolument. Il y a des choses qui sont un peu désarçonnantes. Et puis, on le sait, Molière avait des influences, et il a fait des révolutions. Une des influences, c'était le théâtre italien. Voilà. Et peut-être que autant sur des rôles comme Orgon, il y a
quelque chose d'une rare complexité qui arrive dans la figure de ce personnage-là, dans la figure du père abusé, amoureux, naïf, voilà, qui délègue sa responsabilité. Les jeunes premiers sont dans une typologie de personnages, peut-être un peu encore dans l'archaïsme d'une typologie italienne, de commedia dell'arte. Peut-être que Molière a décidé de mettre son savoir, sa réflexion, peut-être à un âge qui correspondait à ces rôles-là aussi, et que finalement les jeunes premiers, les jeunes premières étaient encore enchâssés dans une tradition d'interprétation qui les rend peut-être moins intéressants. En tout cas, ils sont pas faciles à jouer. Puis tout bêtement, quand Orgon rentre, il y a quand même toute une partition magnifique à jouer, avec un coup de théâtre absolument dingue à la fin, tandis que les jeunes gens, ils ont 2 scènes, 3 scènes à peine, et il faut être bon tout de suite, donc on a beaucoup de pression. Voilà. Ah oui, ça fait partie aussi du rythme qui est intéressant, c'est que quand on a peu à jouer, il faut être immédiatement juste. Oui, c'est vraiment d'incarner tout de suite quelque chose. C'est le paradoxe de ce métier, parce que effectivement, quand on est jeune et sans expérience, on a des petits rôles, et des petits rôles qui sont disséminés à 2-3 endroits, et il faut être bon sur 3 minutes immédiatement, et on passe 1 heure à se dire « j'ai pas été bon, faut que je me prépare pour la prochaine ». Alors que des années plus tard, quand on a plus de bouteilles et plus d'expérience, on a ce privilège de pouvoir être pas bon pendant tout le premier acte, et de se chauffer, et de trouver ensuite la chose. Alors je disais qu'on est ici dans la maison de Molière. J'aurais aimé aussi que peut-être chacun d'entre vous confie quel est son Molière à lui. Bakary, vous avez fait une première école à Bamako, ensuite vous avez fait l'école de la Rue Blanche, vous avez ensuite été beaucoup dans la troupe de Peter Brook, vous arrivez ici en 2003, je disais 523e sociétaire. Votre Molière, c'était lequel ? Qu'est-ce que ça représentait, Molière? Cette langue dont parlait Eric Ruff, qui tombe pas forcément comme un gant. Oui, ça fait donc du coup plus de 15 ans de la maison, et dans la maison de Molière, et je dis toujours à la bonne heure, pour ce bonheur-là, un creuset de foisonnant, de bouillonnant, de spectacles, pourvu que ça dure, hormis les dernières années un peu chaotique. Chamboulé. Voilà, chamboulé. Mais c'est vrai que quand on a le luxe de pouvoir interpréter autant de rôles avec autant de metteurs en scène qui viennent d'horizons différents, de mondes différents et qui amènent des richesses différentes, c'est vraiment comme la diversité des oiseaux du bon Dieu. Et on s'en délecte, quoi. Avec un mot, mais c'est vraiment à la bonne heure, pourvu que ça dure. Les Molières que vous avez joués ici, ils sont au nombre de 2. Voilà. Tartuffe et les Fourberies de Scapin. Et les Fourberies de Scapin qu'on va reprendre vers là, voilà. Éric évoquait le rôle d'Orgon, mais vous, comment vous l'avez vécu, ce rôle-là? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? C'était la mise en scène de Marcel Bozonnet. Là, c'est absolument vrai. Ça représentait tout ce qu'il a dit. Justement, en fait, je crois que ça traverse un peu les âges, ça traverse les temps, ça traverse les cultures. Et parce que c'est une sorte de connaissance, je dirais, c'est-à-dire que ça représentait pour moi une connaissance, c'est-à-dire comme si quelqu'un était englué dans quelque chose et qu'il y avait du solvant ou du dissolvant et qu'on enlevait la gangue. Et c'est un personnage qui est comme ça, effectivement, naïf, qui est capable de donner beaucoup. Voilà, bon, de sa générosité de lui-même, sauf que il sait pas à quelle sauce il se fait manger. Donc, voilà, au bout d'un moment, voilà, mais en même temps, c'est ça que j'appelle le solvant que Molière a pour traverser un peu les époques et puis l'amener à des moments où effectivement ça touche tout le monde, c'est vraiment de l'émotion. Quelqu'un qui se fait avoir comme ça et ça continue. Et dans les Fourberies de Scapin, ça va être repris. Ces Fourberies, c'est la mise en scène de Denis Podalides qui va être reprise en avril prochain. C'est un plaisir de retrouver
ces fourberies. Ah oui, ce très Scapin. grand plaisir avec de retrouver voilà, c'est presque du théâtre dans le théâtre, presque une troupe dans la troupe, parce que Scapin et ceux qui l'entourent, et en même temps c'est une pièce qui est presque comme si le Scapin de temps en temps faisait office de metteur en scène, où il demande à Sylvestre de camper un personnage et de le tâter, de voir s'il peut faire un spadassin. Il y a matière à jouer. Et à chaque fois que les comédiens ils ont matière à jouer comme ça, c'est un plaisir immense. Et retrouver ça, c'est-à-dire que le temps passe très très vite. Bah oui, En plus, vrai. on a été coupé en plein vol, je dirais, puisqu'on le jouait, on avait plein de dates, et puis hop, ça a été arrêté un moment. Mais là, le retrouver, du coup, c'est super. Ah oui, parce que c'est vrai que cet hommage à Molière tous les 15 janvier aussi, c'est une sorte de mesure étalon du temps qui passe, non ? Quand on se retrouve tous les ans, tous ensemble, à rendre cet hommage. Peut-être on peut expliquer à ceux qui nous regardent en quoi consiste ce fameux hommage du 15 janvier. C'est une des rares occasions de voir toute la troupe sur le plateau. Rare occasion pour le public, mais comme pour la troupe aussi, d'une certaine façon. Oui, alors ça correspond au baptême de Molière. On connaît la date exacte de son baptême, on ne connaît pas la date exacte de sa naissance. À cette époque-là, les enfants mouraient très vite, donc généralement on les baptisait très vite, donc on peut supposer que c'est pratiquement juste avant. Et effectivement, il est de tradition à la Comédie Française de faire l'hommage à Molière le 15. Ça consiste en quoi ? Généralement, on joue un Molière le soir, c'est dans l'ordre. Et ensuite, il y a de courts saluts pour l'équipe qui est en train de travailler ce soir-là. Et l'ensemble de la troupe, il y a un rideau, et l'ensemble de la troupe vient se mettre derrière le rideau. Et puis, il y a des choses qui peuvent être très différentes. Il y a des fois, sous l'administration de Muriel Mayetol, on avait fait des spectacles, elle avait conçu des spectacles uniquement pour cette date-là, voilà, qui était un hommage en forme de spectacle. Mais la tradition veut plutôt qu'on joue le spectacle et qu'ensuite, il y a un défilé de la troupe, comme on dirait le défilé du ballet à l'opéra, absolument. C'est un défilé de la troupe qui commence par les plus jeunes, donc les académiciens, et dans la dernière ligne, il y a la doyenne. Il faut savoir que c'est un hommage qui appartient à la troupe. C'est tradition, c'est-à-dire que ça n'appartient pas à un metteur en scène, vous voulez dire, ça n'est pas au metteur en scène et pas à l'administrateur non plus. C'est-à-dire que c'est une tradition de la troupe. Je n'ai rien à dire. Oui. Je suis là si jamais on a besoin de moi, mais je ne peux pas m'imposer et je ne peux surtout pas l'organiser. C'est à la doyenne ou au doyen, en l'occurrence Claude Mathieu, de l'organiser pour le coup. Et on s'amuse généralement à demander aux comédiennes et aux comédiens de prendre une phrase de Molière. Oui. D'accord, donc en fait quand ils arrivent, quand on imagine comme ça, comme un défilé, ils déclament, ils divisent. En ligne, ils font une sorte de cadavre exquis de l'œuvre de Molière. Tout est de Molière. À chaque fois, on est très étonné parce que les phrases diffèrent d'une année à l'autre, même si certains ont le privilège, pratiquement un droit de propriété sur certaines répliques d'une telle efficacité. Qu'est-ce qu'il y a par exemple ? Ils ne les laisseront jamais. Alors, une comédienne que je ne citerai pas dit c'est toujours la même chose, j'ai dit toujours la même chose, que c'est toujours la même chose, et si c'était pas toujours la même chose, je dirais pas toujours la même chose. Et cette phrase-là, elle le dit chaque année depuis quelques décennies. Et évidemment que c'est un running gag absolument dingue. Et puis de temps en temps, il y a aussi des phrases après les terribles attentats que nous avons connus et les tueries qui en ont été le résultat, notamment lorsqu'on a tué des journalistes et des dessinateurs et des humoristes. C'était fou parce que l'hommage à Molière était juste après et les comédiens ont pris tout d'un coup des phrases qui parlaient de la liberté d'écrire. Et en fait, quand on a envie de traiter un thème chez Molière, on s'aperçoit que c'est une sorte de dictionnaire universel, qu'il a tellement parlé de tout qu'on arrive et que tout résonne incroyablement. Et donc chacun dit cette phrase-là, et puis donc on arrive par vagues, comme ça,
C'est une manière de sentir la chronologie qui passe aussi, parce que on recule dans les rangs, oui, au fur et à mesure. quand on est très jeune, on rigole, on se bouscule, etc. Et puis quand vous arrivez vers les dernières vagues, c'est pas que ça sent le sapin, mais on se dit tiens, ça fait quelques années que je suis là. Voilà, et c'est la doyenne qui finit. Il y a aussi une présentation des académiciens, il y a aussi une présentation des nouveaux pensionnaires ou des nouveaux sociétaires qui viennent d'être cooptés. Donc ça permet au public de participer à la vie de la troupe. Ça permet à la troupe, même si elle a déjà applaudi ces gens-là, mais ça permet en public de les accueillir encore plus symboliquement dans la troupe. C'est toujours des séances qui nous font beaucoup rire d'abord, on plaisante beaucoup, etc. On est généralement pris d'un trac absolument dingue. Oui, finalement, ça vous alors qu'on a tous l'habitude de dire 300 vers sans aucun problème, et là on a 2 phrases à dire, et on est cueilli par un trac absolument dingue chaque année. Et puis le symbole, tout d'un coup, moi j'ai toujours été extrêmement ému lorsque j'étais comédien dans la troupe. J'ai toujours été extrêmement ému parce que 60 personnes sur un plateau, 50-60 personnes sur un plateau, c'est beaucoup de monde. C'est des génériques qu'on voit jamais évidemment. Et puis en face, il y a 800 personnes. Et c'est comme tout d'un coup la vérité du théâtre s'expose tout d'un coup parce que il y a une foule devant une foule. Il y a une espèce de miroir qui se crée et tout d'un coup il y a toujours beaucoup d'émotions parce que on a l'impression de comprendre. Quand j'étais jeune pensionnaire, j'étais toujours très ému parce que j'avais l'impression de comprendre pourquoi je travaillais. Pourquoi je faisais du théâtre? Parce que tout d'un coup, ce sens-là, ce partage-là, vivant, nous debout, en train d'applaudir, le public debout qui nous applaudit, une espèce d'échange tout simple comme ça qui est très beau. Donc, l'hommage à Molière chaque année, cette année, je ne sais pas encore ce que Claude a préparé, mais je crois une chose traditionnelle pour le coup. Une chose qui va être évidemment exceptionnel, c'est que Pathé Live, c'est qu'on a un compagnonnage avec Pathé depuis de longues années maintenant. Pathé qui va filmer 3 Molières cette année. Vous savez, le principe de Pathé Live, c'est de filmer en direct. Donc, on filme en direct et c'est projeté dans les salles de cinéma en direct. Donc, l'émotion d'un acteur, son trouble, sa bafouille éventuelle, son moment extraordinaire sont pris et regardés immédiatement en direct dans les salles. Il arrive que des rires fusent dans les salles, que des applaudissements se fassent aussi, comme si les gens étaient un petit peu au théâtre. C'est vraiment le principe de Pathé Live. Donc là, on fait une exception, étant donné que c'est le 400e anniversaire le premier jour. Nous avons accepté que Pathé puisse filmer la première. Ce qui est un sacré exercice pour les acteurs. La première donc de ce Tartuffe hypocrite, une mise en scène d'Ivo Vanov, qui est donc cette nouvelle version de Tartuffe qu'on doit à Georges Forestier aussi. Absolument. Et donc qui est quand même une grande découverte. Et c'est vrai que c'est une mise en scène d'Ivo Vanov, et c'est rare en effet de filmer une première où il y a quand même. C'est-à-dire que les acteurs vont cumuler les découvertes. Voilà. Parce que généralement les acteurs aiment bien que les découvertes soient un petit peu espacées dans le temps pour avoir le temps d'une maîtrise. Quand vous dites découverte, c'est la découverte aussi de ce qu'ils ont travaillé depuis des semaines avec le public. Absolument. C'est ça, cette découverte. Absolument. Et la découverte surtout d'un spectacle qu'on connaît tellement, mais dont on ne connaît pas cette version-là. Et il y a une différence évidemment fondamentale entre la première version et la version en 5 actes. La première est en 3 actes, c'est celle qui a été refusée par le roi. Qui faisait envie aussi à Ivo Vanov, l'envie d'avoir quelque chose de peut-être plus resserré. Ce qui faisait un petit peu hésiter Ivo depuis des années d'ailleurs, avant même que je lui propose. Il a déjà monté 2 Molières, donc il connaît cet auteur, et il y a quelque chose dans Tartuffe qui l'intrigue, qui l'intéresse fondamentalement, mais le 5e acte, l'arrivée de l'exempt, le fait que le roi vienne en disant en fait je savais tout, vous êtes pardonné, toi tu vas en prison, c'est une espèce de happy end que Molière a été obligé de faire justement pour que ça passe la rampe royale, j'allais dire. Cette chose-là change fondamentalement. Parce que là, la version de Georges Forestier, enfin de Molière, reconstituée par Georges Forestier et mise en scène par Ivo Vanov, ça finit pratiquement au moment où Tartuffe dit « je suis chez moi ». Cette maison m'appartient.
où il y a une spoliation terrible par les errements du père, qui a gardé une cassette d'un ami qui à un moment faisait partie d'une sédition et qui fait que tout d'un coup il est pris dans cette chose-là qui n'est pas permise, et tout d'un coup ça finit, c'est très amer. C'est comme si tout d'un coup le méchant gagnait. Et que on a toujours besoin, on est des éternels enfants, on a toujours besoin de nous raconter qu'à la fin c'est quand même les gentils qui gagnent. Là il y a quelque chose qui donne un grand goût d'amertume et effectivement une espèce de non-fin qui pose beaucoup de questions. Voilà. Donc cette chose-là, les acteurs vont découvrir ce que cela donne au public. Parce que je sais pas, c'est pas la même chose. C'est comme si on conduisait un véhicule, c'est pas du tout la même chose qu'un véhicule en 3 actes ou un véhicule en 5 actes. Et surtout, qu'est-ce que ça va donner? Comment les gens vont le prendre? Au-delà du fait que c'est une mise en scène d'Ivo Van Hove et que ça réserve toujours des surprises, qu'est-ce que ça va raconter tout d'un coup? C'est comme si on avait un sentiment d'une pièce, c'est un grand classique, on connaît tous comment ça finit. Et puis là, on nous dit en fait non, la vraie histoire n'est pas celle-ci. Et qu'est-ce qu'elle va vous donner comme amertume ou comme joie ou comme enseignement? C'est différent. Première découverte. Ensuite, jouer pour la première fois quelque chose qu'on a répété au plateau pendant des semaines et des semaines, c'est toujours un abîme. On ne sait pas du tout. Là, c'est pas le cas. Si, ce sera le cas d'ailleurs. Très souvent, quand on travaille, on est tellement sérieux pour essayer d'aller chercher le sens, essayer de maîtriser les choses, que on oublie qu'il y a des répliques qui sont drôles. Parce que nous, ça nous fait plus rire pendant des semaines et des semaines. Peut-être sauf Bakary qui n'oublie jamais de rire. Oui, c'est une joie. Mais c'est en ça que le public co-crée véritablement. Absolument. Ou nous rappelle à la pertinence du texte. Et donc, c'est comme si on tâtait l'eau d'un bain. Il y a tout d'un coup quelque chose d'une impression réelle. Et puis, autre découverte, les caméras. Donc c'est dur cet exercice-là, parce qu'on joue pour les gens et en même temps on sent qu'il y a quelque chose qui vient nous scruter de très très près. Alors ils sont au micro, il y avait des micros dans la mise en scène d'Ivo, donc ils sont pas dans une profération trop grande, donc cette chose-là va être à peu près équilibrée, mais c'est quand même un exercice pas facile. Donc je les remercie d'avance pour pouvoir fêter ça, mais ça nous permet grâce à Pathé Live de le fêter cet anniversaire avec beaucoup plus de gens que nous ne pourrions physiquement accueillir. Absolument. Et puis nous... avec Arthur, avec Andrea, on va aussi développer pendant toute la journée tout un programme à partir de, je crois, 16h, 17h, voilà, et jusqu'à la fin de l'hommage. Donc, on va avoir des plateaux qui seront en direct, où on s'est occupé de poser pas mal de questions aux acteurs, on va poser des questions au public aussi, on va essayer d'animer, de faire en sorte, on avait fait ça, je crois, à la reprise, pour ceux d'entre vous qui s'en souviennent, c'était sur La puce à l'oreille. Quand on a pu rejouer et accueillir le public, c'était tellement incroyable pour nous que on avait fait un plateau avec Béline, de là, on avait fait un plateau dans le foyer des artistes pour faire vivre ce moment un peu historique à nos spectateurs qui nous suivent fidèlement depuis oui, et puis leur faire longtemps. Partager ce privilège qu'on peut avoir à ce moment-là, d'être dans cet endroit si fragile que sont les coulisses aussi, cette frontière. Et puis l'excitation. Et puis l'excitation. Judith, tu as raison de rappeler que en fait, la troupe ne se croise pas, ce qui peut paraître incroyable. On s'est dit, il y a 60 acteurs, tout le monde a l'impression qu'on a des roulottes autour de la place Colette et qu'on se croise tous les matins au point d'eau, ce qui n'est pas le cas du tout, évidemment. Et mis à part certaines grandes réunions qui sont vraiment des assemblées générales où toute la troupe est réunie, sociétaires et pensionnaires, en fait, c'est très rare. Et l'hommage à Molière est un des moments où on se rend compte... Vous façonnez de votre petite phrase, vous faites partie de ceux qui gardent la même ou vous variez les plaisirs? Je varie les plaisirs. je varie les plaisirs. Bon, et puis, c'est vrai que ça, mine de rien, c'est comme effectivement un rituel comme ça. Oui. Et ça part de plus jeune, plus... voilà. Et donc, et puis, des fois, ce qui est étonnant, c'est pas parce que en âge, c'est le plus âgé qui va... Non, par ordre d'arrivée aussi dans la troupe. Donc, il y a plein de... Et ça, c'est comme effectivement un rituel. C'est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, j'imagine, c'est de voir
selon les générations, ce que représente Molière. Est-ce qu'il y a une forme d'invariant? Est-ce que la modernité de Molière que vous évoquiez à l'instant, en disant que quel que soit le sujet, en fait, on se rend compte que lui qui aimait dénigrer les manipulateurs, qui aimait se moquer des outrances, tout ça fait qu'il résonne aujourd'hui facilement. Pour nous, la preuve en est, on entend des salles qui crèvent de rire devant le bourgeois gentilhomme. Mais la manière de le jouer, ça c'est quelque chose de spécifique dont vous pouvez témoigner. Est-ce que la manière de le jouer a changé selon aussi évidemment les metteurs en scène qui ont fait travailler Molière dans la maison? On sent bien qu'il y a des auteurs comme ça qui quand même se meuvent dans différents styles et une langue qui avance, même si elle est la même, elle a plus tout à fait la même façon d'être peut-être donnée ou partagée. Est-ce qu'on pourrait... Faut poser la question aux interprètes. C'est facile ça. Je dirais que c'est... Là-dedans, il y a tellement d'humour et d'esprit que du coup, même quand dans Amphitryon, le Mercure dit, bon, qui va là, bon, est-ce que quelqu'un il vient et il me dérange, veut-il qu'aller prier, ma main un peu s'applique? Il y a déjà, le ton est donné. Donc, c'est question de tact, de ton, d'humour. Le rythme. Voilà. Du coup, j'ai l'impression qu'avec autant d'esprit, c'est là qu'on s'insère là-dedans pour comprendre l'enjeu de la chose. Ou que par exemple, Géronte qui va être très un peu, s'il veut pas donner son argent, il est un peu avare, avant l'avare. Donc, il va le travailler. Il va le travailler, Scapin. Il va le travailler avec les doigts. Vous savez que les doigts, c'est ça. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui va périr en mer. Vous savez que c'est urgent. Vous savez que il n'y a rien de fait. Alors, il s'est dit, bon, comment je peux faire? Il réinvente d'autres choses. Donc, la langue se délie, je dirais. Et puis aussi, son travail de sape, de l'esprit, où après, presque même de corps à corps, parce qu'il va faire venir quelqu'un avec une épée pour faire une sorte d'épouvantail. Et après, ça, voilà, le gars, il s'est dit, bon, ceux-là, ils sont pas très commodes. Il faut mieux que je lâche un peu le morceau. Enfin, j'ai l'impression que des fois, nous, on cherche un peu dans ces humours-là, à rentrer, à essayer de comprendre avec le regard du metteur en scène du moment pour avancer dans ce qu'on pourrait interpréter, comprendre, donner. Et vous, l'interprète, est-ce qu'il a la nostalgie quand les hommages Molière arrivent? Est-ce qu'il y a un petit pincement au cœur? Ah oui, je crois que c'est la soirée qui me rend le plus mélancolique de la saison. J'ai souvent de la mélancolie quand je vois les acteurs travailler au plateau, dont évidemment tous ceux avec qui j'ai beaucoup échangé, avec qui j'ai beaucoup joué, ceux que j'ai engagés et dont j'envie le talent et que j'aurais aimé partager aussi. Mais là, quand je vois toute la troupe, je m'en sens forcément pas éloigné, mais à un autre endroit. Voilà, donc oui, c'est vrai que ça me titille à ce moment-là. Mais pour répondre sur Molière, oui, évidemment qu'on le travaille d'après les modes, tout simplement, de représentation. On le trempe dans des bains chimiques différents d'après les volontés des metteuses et des metteurs en scène. Mais il y a peut-être des fois, il y a des auteurs qui ont besoin d'une grande intelligence, celui d'un metteur en scène pour le révéler, qui ont besoin peut-être d'une époque qui fasse résonner leur thème. Et puis il y a des auteurs dont l'intelligence est telle que, d'une certaine manière, il n'a pas besoin de l'intelligence des autres. Un peu comme Jean-Sébastien Bach. Un peu comme Jean-Sébastien Bach. Oui. C'est-à-dire il est extraordinaire, Molière, parce que c'est un dramaturge, tu viens de le décrire, c'est un dramaturge d'une efficacité dingue, que ça soit sur le lazzi ou sur le verbe. Voilà. Je réécoutais, mais c'est du Raymond DeVos, quand on réécoute Le bourgeois gentilhomme,
qu'est-ce que tu dis quand tu dis U? Ben je dis U. Chose aussi bête que ça, mais c'est extraordinaire. Donc ça déclenche des rires en cascade. Il y a ça, il y a le fait que c'est une plume extrêmement acerbe et précise sur nos défauts de famille, et on sera toujours le fils de quelqu'un, on sera toujours le père ou la mère de quelqu'un, voilà. Donc ça, c'est des thèmes depuis la nuit des temps. Et puis c'est quelqu'un qui met dans son théâtre sa vérité d'homme, sa profondeur, sa mélancolie, ses défauts, son honnêteté, sa violence. Il y a quelqu'un derrière ce théâtre-là et on le sent tout le temps. Il est absolument pas anonyme. Voilà. Ce qui fait d'ailleurs que les gens qui disent qu'il n'aurait peut-être pas tout écrit, il est là tout le temps. Et donc ces trois qualités ensemble font qu'il est assez indépassable. Et que finalement, c'est comme si toute tentative d'interprétation était aimantée par une vérité, une efficacité le texte est plus fort. Qui, elle, traverse toutes les époques. Le texte est plus fort, il a besoin d'être secoué tout le temps, le texte, il a besoin d'être, encore une fois, on a besoin de boxer avec. Je suis très heureux qu'Ivo présente une nouvelle version du Tartuffe, parce que c'est une expérience à faire. Je suis très heureux que Julie Deliquet viennent monter un spectacle sur l'école des femmes, la critique de les femmes et l'impromptu de Versailles, sur ce que j'appelle bêtement, de façon anachronique, le Molière pyrandélien, celui qui se regarde travailler, qui raconte sa propre réalité au théâtre. Ça m'intéresse énormément, et il m'intéresse beaucoup qu'à la salle Richelieu, on puisse aussi se dire que Molière est une matière extraordinaire, qu'on n'a pas respecté jusqu'à la virgule, qu'il n'a pas écrite, sans doute. Donc, on peut aussi avoir une manière d'irrespect et de combat avec lui dans la perspective d'en sortir le suc le plus beau. Je me dis que dans sa maison, c'est bien aussi que dans le travail qu'on fait autour, avec, etc., on puisse un petit peu secouer tout ça pour essayer d'en trouver les vérités. Même si, encore une fois, l'intelligence, elle est première. C'est tellement extraordinaire qu'il a besoin de l'aide de personne. Lilo Bor, par exemple, qui va monter le Tartuffe avec Laurent Stocker, Lilo ne voulait pas monter l'Avare, parce que je lui dis, tu sais, il y a des grandes pièces qui ne sont pas encore prises dans la saison, notamment l'Avare, etc. Est-ce que tu veux regarder? Il me dit, mais non, j'oserais jamais. Catherine Degel l'a monté formidablement. J'ai vu Denis dedans. Non, je ne saurais pas raconter. J'ai plutôt regardé dans les pièces un peu méconnues. Et puis le lendemain, elle m'a rappelé en disant, je l'ai quand même lu, et je riais à gorge déployée toute seule chez moi, tellement c'est efficace et tellement ça m'a fait marrer que je me dis, allez, c'est trop bon, je vais monter la barre. Voilà. Ah ouais, ça c'est génial. Mais alors, on dit tout le temps, on rit. Enfin, il n'y a pas que ça, il y a quand même aussi quelque chose de profond. Il y a aussi, quand on voit, je sais pas, si on pense aux malades imaginaires, la mort est tout le temps là. Vous qui êtes plutôt tragédien, quand vous jouiez Molière, vous vous y retrouviez, ou il y avait quelque chose de l'ordre de la lutte? Il y a des grands acteurs de cette maison et des grandes actrices de cette maison qui ont justement cette double qualité, qui en font des interprètes magnifiques et choisis pour Molière. Molière, il n'y a pas une pièce qui est drôle et une pièce qui est sérieuse. À l'intérieur de chaque pièce, il y a de la drôlerie et du sérieux. Quelquefois de réplique en réplique. Voilà. C'est ça qui est fort. Donc, il faut avoir les deux qualités. Ce sont des drames. Le malade imaginaire, être malade d'imagination, c'est un drame absolu. Enfermer ses enfants chez soi parce qu'on aurait peur des miasmes, aucune parallèle avec la situation actuelle, mais il y a quelque chose de dingue là-dedans. Le bourgeois gentilhomme, à la fin, la turquerie, c'est une bastonnade. C'est comme Don Quichotte qui est bastonné par les villageois. Je veux dire, c'est une violence. C'est d'ailleurs, je trouve que Christian l'a magnifiquement monté, cette fin, l'effet de solitude, où tout le monde s'est foutu de lui, alors que finalement, quelqu'un qui veut apprendre la différence entre la prose et les vers, c'est pas quelqu'un qui a rejeté, c'est quelqu'un qui a un vrai désir de connaissance. Alors c'est un désir ridicule à un âge où il n'est plus sur les bancs d'école, où on devrait savoir les choses. Mais dans tous les personnages de Molière, dans tous ces grands personnages-là, dans l'Avare aussi, il y a un drame. Donc, et on sait d'ailleurs que on joue tellement mieux, on fait tellement plus rire quand on joue les drames. C'est évidemment que c'est ça qui fait rire le plus. Et Molière,
La scène du sac de Scapin, c'est une scène assez extraordinaire et en même temps d'une violence rare. C'est quand même l'histoire d'un mec qu'on met dans un sac et qu'on bastonne en faisant semblant qu'il est bastonné par d'autres. Des fois, on regarde des films de Scorsese avec des mecs qui se font achever dans le coffre d'une Cadillac à coup de batte de baseball, ça nous fait pas rire. Et à l'époque, d'ailleurs, la bastonnade, c'était quand même une époque où on pouvait sortir, voir des gens se faire rouer de coups, c'est-à-dire avoir les genoux cassés, les chevilles cassées, etc. Les gens hurlent de rire à cette scène-là, comme s'il y avait une catharsis. C'était nos peurs les plus profondes dont on nous permet de rire, parce que c'est pas nous dans le sac. Enfin, mais Molière joue avec ça d'une manière dingue, et les rires que ça provoque, ça veut quand même dire que on n'a pas changé de peur. On a toujours ces peurs-là. Donc, dans le plus grand des rires chez Molière, il y a toujours un effroi absolu. Donc, le sachant, les grands interprètes jouent toujours sur les deux. Scapin, c'est effectivement un personnage qui joue avec le public, mais c'est un personnage qui joue sa vie dans la pièce. Voilà. Et à la fin, d'ailleurs, la fin est très mélancolique. Il n'a rien. Tout s'est fait sur son dos. C'est intéressant chez Molière de regarder les fins, justement, parce que généralement, alors qu'il peut y avoir évidemment eu cette solitude, cette mélancolie du personnage avec lui-même, généralement, il n'est pas seul à la fin. Le personnage, souvent dans les fins, il y a quelque chose de choral. Alors je me demandais dans quelle mesure ça pouvait résonner avec la devise de la maison. Ah. La devise qui est donc stimule et symbolis, oui. C'est-à-dire être ensemble en restant soi-même. Je me demande si jamais il n'y a pas une forme de résonance en fait avec aussi la fin de ces pièces. Je crois que la fin des pièces est vraiment, alors quand ce sont justement les fins que Ivo ne voudrait pas monter parce qu'il sent qu'il y a un rajout. Et d'ailleurs, le Tartuffe prouve que ça a été un rajout. Voilà, c'est prouvé que c'est un peu exogène à la pièce, qu'il doit conclure. Voilà, comme. Parce que là, peut-être qu'on va faire l'expérience de se retrouver face à une fin plus. Absolument. Qui nous laisse sur notre fin, justement. Oui, absolument. Parce que le reste du temps, le fait que tout le monde vienne dans sa résolution, c'est que celui qui a péché, celui qu'on doit désigner comme celui que le roi désigne comme le vrai méchant, se fait devant tout le monde. Voilà. C'est d'autant plus violent d'être désigné comme le fautif que c'est devant un tribunal populaire ou familial et tout le monde est là. Je crois que c'est cette vertu-là. Non, le simul et singulis, moi je le vois dans l'œuvre de Molière et dans l'accoutumance des acteurs à Molière, tout en ne sachant pas quoi en dire, j'y reviens, c'est que voilà, le fait que Orgon a été joué par Bacary Sangaré, la fois d'après il a été joué par Didier Sambre, là c'est Denis Podalides qui s'y colle, Christophe Montenez qui joue Tartuffe, je crois, est rentré en jouant Damis, voilà. Dans une mise en scène de Galim Staïev, me semble-t-il. Je me souviens que Simon Haine, par exemple, avait joué tous les rôles masculins dans certaines pièces de Molière. Et que vient le simul et singulis, c'est-à-dire que on peut avoir joué le rôle principal et se retrouver à jouer un autre rôle dans la même pièce. Parce que une carrière à la Comédie Française, dans sa longévité et dans la récurrence, évidemment, de l'œuvre du patron, fait que on s'y retrouve. Lorsque je me suis, moi, permis de monter le Tartuffe en théâtre à la table, d'ailleurs, c'est presque la rapidité de l'exercice qui m'a donné le courage, le sentiment de légitimité de le faire. Je n'avais que des gens qui avaient déjà joué pratiquement les rôles, mais chacun dans des mises en scène différentes. Et que c'était assez beau de mettre cette connaissance-là, qui est donc détachée totalement d'une pensée sur le spectacle, de la réussite d'un spectacle, de l'autorité d'un metteur en scène, une metteuse en scène. Finalement, il y avait que le fait de savoir le texte, de poser sur la table le fait qu'on a visité les rôles. Donc, comme des artisans qui feraient des santons dans des pays différents et qui viendraient discuter à la même table, même si c'est pas de la même religion, même si c'est pas la même matière de bois, même si c'est pas les mêmes outils. Il y a quelque chose là-dedans qui me raconte le simul et singulis. Absolument. Et de ça sort j'allais dire une forme de vérité aussi, une forme de...
On peut imaginer que quand il y a davantage, évidemment, de travail avec un metteur en scène, on approfondit un certain style. Ici, vous dites que la richesse, c'est justement de faire kaléidoscope, en fait, de tous ces styles. Et qu'est-ce que ça apporte en termes d'épaisseur à l'œuvre de Molière? Qu'est-ce que vous avez pu découvrir à cette occasion-là? Ça s'approche... Alors déjà du fait que les pensées sur l'œuvre sont un peu des affaîtries, voilà, et que n'a de sens pour le coup que le respect, pas au texte, à la situation. Elle est déjà tellement forte, la situation à chaque fois. Et ça prouve en fait, dans une carrière à la Comédie Française, comme on joue beaucoup Molière et des rôles différents et qu'on les voit jouer différemment, on est... je sais pas comment dire ça. On s'approche d'une certaine vérité parce qu'on sent bien que la vérité n'est pas dans une perspective plus que dans une autre. Et qu'à chaque fois qu'en tant que moustique on s'approche d'une lumière, on s'aperçoit qu'en fait l'autre lumière qui était inverse est tout aussi attirante. Et que plus on va dans une direction, plus on a l'impression de trahir l'autre. Donc dans le cumul des spectacles et des interprétations toutes différentes, des pensées de théâtre tout différents, des décors totalement différents, ben on s'approche d'une richesse intermédiaire, je sais pas, d'un vrai soleil pour le coup, qu'il est difficile de saisir tellement il est, je parle pas de Louis XIV, je parle du soleil de Molière, qu'il n'est pas facile de saisir tellement il est brûlant de contradictions, de complexité, de rire, de désespérance, de tout ça. Je pense moi toujours, que c'est toujours les... En fait, il y a des qualités humaines dingues, il y a une humanité crasse là-dedans. Mais parce que lui-même, en fait, est quelqu'un qui vivait à 400%. Enfin, il va y avoir, vous avez un petit livre là, qui n'est pas encore sorti, mais qui on peut faire une petite première, n'est-ce pas? Il sort mercredi ou jeudi. Voilà. Mais ce qui est magnifique, c'est que voilà, il y a les portraits de tous les pensionnaires sociétaires, de tous les comédiens du Français, qui sont... comment on pourrait dire juxtaposé, voilà, avec une représentation de Molière. Il y en a plein de différentes. Ici même, dans la maison, évidemment, il y a des tas de portraits de Molière différents. On se demande si jamais il n'était pas un peu insaisissable. Quand vous dites qu'il est tellement humain, quand on se dit qu'il avait visiblement aussi une vie gourmande de quelqu'un qui écrit, mais de quelqu'un qui dirige une troupe, mais de quelqu'un qui joue, mais de quelqu'un qui aime. Il me semble aussi assez insaisissable. En tout cas, très mystérieux. Très mystérieux. Ça, pour le coup, non seulement parce qu'il n'a écrit aucune mémoire. Donc on n'a rien. On a des paraphes, mais même une brochure sur laquelle il aurait, lui, biffé des choses ou réécrit ce qu'on aime bien, c'est-à-dire le scénario de Renoir, où lui-même a corrigé une phrase, on peut comprendre la genèse de cette scène, etc. On l'a pas avec Molière. On l'a pas. Et donc, c'est assez drôle parce que vis-à-vis de sa propre postérité, il n'y a pas beaucoup pensé. Donc, il ne va pas y penser. Quelqu'un qui veut rester. Son entourage non plus. Le monde est fait de gens qui compulsent leur mémoire en espérant que ça n'alourdisse pas les bibliothèques familiales. Généralement, c'est ce qui se passe. Lui n'y a pas pensé du tout. C'est Lagrange. Oui. Lagrange, lui, était son scribe et lui a pensé à consigner des choses un peu techniques, mais suffisantes pour qu'on reconstruise un petit peu le monde. Mais cette chose-là, ça vient du fait que j'ai toujours observé que dans cette maison, il y avait deux Molières. Celui d'Agathe Sanjuan, qui est la conservatrice archiviste de cette maison, qui est donc les trésors de Molière et qui engrange la mémoire de cette maison jusqu'à il y a encore ce qui se passe ce soir dans cette maison va être consigné pour les siècles à venir. Voilà, on continue à engranger cette mémoire. C'est le Molière scientifique, c'est le Molière colloqué, c'est le Molière qu'on observe, c'est le Molière savant. Et puis, il y a le Molière de Baccarie, il y a le Molière des acteurs, il y a le Molière de ceux qui finalement traversent ces mots, et en traversant les mots, il y a quelque chose d'une vérité humaine qu'on ressent. Et ça, moi, de temps en temps, je nous appelle entre nous les sous-mariniers. On a l'impression que, alors c'est pas nous qui savons décrire le paysage, on ne sait pas ce qu'on traverse,
traverse. Mais dans le sous-marin, on sait pourquoi la carlingue elle tremble, pourquoi le boulon il tombe un petit peu. On peut dire à un camarade, fais gaffe dans ce rôle-là, accélère à ce moment-là, parce que tu verras, il y a un fading à ce moment-là. Donc on se dit des choses. Il y a une baisse d'intérêt. Voilà, de temps en temps, il y a une baisse d'intérêt parce qu'on s'aperçoit que la pièce, c'était une comédie-ballet beaucoup plus longue. Voilà, on parle du Malade imaginaire. Le Malade imaginaire, il y a une partition, c'est beaucoup plus long. Ça dure 2-3 fois cette longueur-là. Et moi qui ai joué Cléante, par exemple, où Cléante se déguise en maître de musique et improvise sous l'ordre du chef de famille un opéra alors qu'il n'est pas du tout musicien. Et donc il improvise avec sa dulcinée je t'aime, moi aussi je t'aime, sous le nez et à la barbe du père. Et ben ça, quand on le joue, la scène est assez longue, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile à tenir aussi. Elle n'est pas facile à tenir. Elle a un endroit où on pourrait se dire, tiens, c'est marrant cette longueur-là, ou cette importance-là donnée à cette chose-là qui n'a pas de résolution. Mais en fait, Phyllis et Tircis étaient les personnages d'une pastorale qui était avant, qui était après, qui était au milieu, et qui trouvait son inscription. Donc voilà, ça, quand on le sait, on peut soulager aussi le camarade qui va le jouer, pour pas qu'il souffre et qu'il se pose des questions, parce que nous, on a un peu la réponse. En disant, ne souffre pas, tu peux pas, c'est pas toi, en fait. C'est pas toi qui n'est pas bien, c'est pas toi qui n'a pas trouvé le jeu, c'est que il y a un instant naturel, là, auquel tu pourras pas échapper. Donc ça, ce Molière-là, celui qui est partout dans cette maison, je raconte toujours cette anecdote, mais Gisèle Casatsu, quand elle est venue fêter ses 100 ans dans la maison, elle avait été, je crois, sociétaire de l'âge de 18 ans à l'âge de 38 ans, donc ça peut dire que quand elle est venue le fêter il y a 100 ans, ça remontait loin, mais elle était à ce moment-là encore sociétaire honoraire, on l'est jusqu'à sa mort, et Gisèle m'avait dit qu'elle était la 400e sociétaire de cette maison. Et sur le plateau, il y avait Bruno Raffaelli qui est le 500e. Et j'avais trouvé ça dingue. Alors au milieu, il manquait beaucoup de numéros. Ça sentait un peu le sapin. Mais je me dis, mais alors si le 500e est vivant et rencontre la 400e, ça veut dire que la 400e a pu rencontrer le 300e, qui a pu rencontrer le 200e, qui a pu rencontrer le 100e, qui a pu rencontrer Molière. Finalement, ça fait pas beaucoup. Hein. Ça fait pas beaucoup. On en est à combien là, 536. 536. On dit que 536 depuis Molière, c'est quand même pas grand-chose. Non, ben ça remplit pas la salle Richelieu. Oui, c'est ça, c'est un peu vertigineux dans le rapport au temps qu'on peut avoir. Ouais. Et savoir que ces gens-là sont toujours restés, là on parle des sociétaires, donc forcément les sociétaires restent au moins quelques années. Donc dans les quelques années, ils ont le temps de se passer des choses. Il y a une tradition orale qui n'est pas installée. Je dis orale parce que finalement, le jeu des camarades, la manière dont joue Bacary, la manière dont je joue, on la connaît parce qu'on écoute dans les retours. Et dans les retours, c'est presque comme quand vous faites 500 km en bagnole et que vous écoutez une radio et qu'au bout d'un moment, la 3e fois que vous entendez la même chanson, vous commencez à la chanter. Alors que vous n'êtes pas dit, je vais l'apprendre, mais ça vient tout seul. Et donc, cette chose-là, la manière de prosodie, la manière de jouer, comment l'un ou l'autre travaille les alexandrins, à quelle porte on peut aller toquer. Voilà, d'aller demander à Éric Genovese comment je peux dire cet alexandrin-là, parce que c'est un diseur exceptionnel et que les jeunes pensionnaires vont toquer à sa porte comme un sphinx pour dire comment ça se dit. Voilà, ce genre de choses fait que nous, on se transmet quelque chose qui est une vérité pour nous. C'est réel, les acteurs sentent bien au moment où ils sont justes et au moment où ils ne le sont pas. C'est pas facile à expliquer, c'est pas scientifique, ça rentre pas dans un tableau Excel, mais il y a ce sentiment-là. Ça fait aussi que votre position d'être acteur devenu administrateur, de ce point de vue-là, c'est une richesse aussi. D'avoir l'expérience du plateau pour pouvoir aussi à la fois évidemment engager, mais bien aussi parler, exprimer, mettre en garde, encourager. J'imagine que c'est aussi un habit qui est une richesse pour ceux qui peuvent profiter aussi d'une expérience. Je me faisais une réflexion il n'y a pas longtemps là-dessus, évidemment sans comparaison aucune, je mets ça en préalable, mais cette maison a beaucoup, les présidents de la République ont beaucoup nommé
des acteurs à la tête de cette maison. Et pourtant, on pourrait se dire, cette maison est un peu plus compliquée qu'une autre à gérer parce que la subvention est plus importante, parce qu'il y a 400 personnes, parce que c'est un symbole, parce que là, on pourrait choisir des gens dont c'est les études. Les acteurs, en fait, font absolument aucune étude de comptabilité ou d'administration ou de RH. Enfin, voilà. Ils l'apprennent un petit peu sur le tas. Et je me suis toujours dit, finalement, il n'y a pas longtemps que je me dis, peut-être que l'image de Molière, qui est ce personnage pris entre Alceste et Philinte, entre celui qui sait faire des compromissions et celui qui refuse de faire des compromis, celui qui travaille sous la censure du roi, celui qui doit s'occuper de sa troupe, de proximité, celui qui est dans une économie. D'ailleurs, ce qu'on traverse de difficultés, on joue pas, etc. J'ai presque l'impression qu'on fête son anniversaire peut-être dans une précarité de l'avenir, presque comme de son temps. C'est comme si on disait on était revenu quand on voit que certaines pièces ont été jouées 2 fois ou 3 fois, puis parce que ça ne marchait pas, il a réécrit quelque chose en 15 jours. Là, le bricolage qu'on s'oblige à faire pour essayer de tenir au milieu de tout ça me fait dire, tiens, c'est marrant, on fête son anniversaire dans une réalité qui est très différente, mais qu'on rejoint d'une certaine manière. Donc, l'image de cet homme de plateau, c'est presque peut-être lui, le premier homme de plateau, on peut le dire de Villa, on peut le dire comme femme de plateau de Mnouchkine, enfin des gens qui s'occupent un petit peu du tout, qui peuvent avoir l'oreille de quelqu'un, discuter 1 heure avec quelqu'un et en même temps qui ont à gérer des destinées administratives très compliquées, font que peut-être que le père fondateur a une telle importance symbolique que les présidents, presque par réflexe, se disent « il faut que je nomme un acteur ». Quelqu'un dont le plateau n'est pas une terre étrangère, qui sait ce que c'est qu'un acteur, qui sait ce que c'est que, voilà, que la réussite ou non d'un spectacle, l'imaginaire collectif qui se crée autour de... Voilà, je me faisais cette réflexion-là. Je finis juste sur les portraits. On les voit, les portraits? Je sais pas si elle me... Ouais, super. Oh, si. Le portrait de Baccari, En fait, j'ai demandé, comme c'est un mystère, on parlait de ce Molière, et qu'effectivement, il est très mystérieux, d'où l'importance de l'étude de Forestier pour essayer... Mais j'adore quand les études épaississent le mystère plutôt que de résolvre les équations. Ça, j'aime toujours beaucoup. Et j'avais demandé à Agathe, sors-moi autant de portraits qu'il y a d'acteurs. Parce qu'en fait, les portraits, ils sont tellement différents. Donc, en partant des bronzes, des gravures, de la peinture, etc., elle m'a sorti plein, parce que je voulais faire un trombinoscope de Molière parallèle au trombinoscope des acteurs. Pour me dire, mais finalement, ça veut dire que Baccari est un arrière petit-fils de Molière, et que finalement, il est dans une filiation extrêmement juste. Lui, en tant qu'acteur, il ressemble à Molière plus que n'importe qui d'autre. Et je voulais essayer de le faire, ce truc-là. Et on s'est aperçu qu'il y avait tellement de portraits différents, c'est jamais le même. Ça prouve que c'est une figure totalement fantasmée et que qui est capable de désigner le portrait le plus juste, alors peut-être les Mignard parce que c'est de son temps, mais encore que c'est pas scientifique, on n'en est pas sûr. Et donc on s'est amusé au bout d'un moment à se dire, mais tiens, ce serait marrant d'essayer que chaque acteur ait son Molière. Chaque acteur rentre dans Molière, que ce soit finalement le Molière des acteurs, ils en portent une part. Vous savez, comme quand on se dit que l'arrière-petite fille ressemble incroyablement à l'aïeul que tu as connu. Tu sais, tu te dis, mais à travers les générations, quand tu vois un bébé, tu te dis, mais c'est dingue, à 4 générations, c'est le portrait craché de l'autre. Comment ça se fait? Et comme si finalement les acteurs de la maison, au bout d'un moment, avaient quelque chose qui les faisait ressembler, encore une fois, par l'étude... Par le métier. Ouais, par l'étude, pas scientifique, mais de l'étude éprouvée de Molière. Tu es Molière. Ouais, ben ça va être une magnifique saison où on va pouvoir... C'est fabuleux qu'il ait traversé toutes ces... Et que vous le sentiez une part en vous. Et que il a laissé un héritage exceptionnel. Tout en restant mystérieux, sans presque pas de... Voilà. Mais il y a quelque chose, c'est la maison du Molière. Et puis on l'a tout le monde a quelque chose, il nourrit tout le monde, c'est-à-dire de spiritualité, voilà. On l'a joué dans 70 pays. J'ai regardé. Avec évidemment des réceptions très différentes selon les cultures, j'imagine.
Alors cette saison, elle est énorme, mais on va y revenir aussi longuement, évidemment, tout au long des magazines du lundi. Et puis ce samedi, vous l'avez dit, à partir de 16-17 heures, avec une grande après-midi, soirée, où on fera un kaléidoscope de toute cette saison 2022. Mais quand même, évidemment, dire à ceux qui nous regardent qu'il y aura des choses à Richelieu ici. Le Tartuffe ou l'Hypocrite, ça commence samedi. Absolument. Il y aura ensuite le Misanthrope dans la mise en scène de Clément Hervieux-Léger. Vous aviez joué dedans. Oui. Philinte. Le Malade imaginaire, l'Avare, Les Fourbeurs et Scapin, Le Bourgeois gentilhomme, et puis le fameux spectacle de Julie Deliquet, Jean-Baptiste Madeleine, Armand. Absolument. Au Vieux Colombier, Don Juan, Les Précieuses, Ridicule, Crépuscule, des singes. Alors là, ça c'est un spectacle de découverte. Je voulais aussi que sur cette année Molière, on s'interdise pas de faire des spectacles autour de l'idée de Molière ou de l'héritage même de pensée qu'il a pu laisser. Et donc Louise Vigneault, c'est une jeune metteuse en scène qui avait monté La Phèdre de Sénèque au studio il y a quelques saisons, que j'aime beaucoup, qui fait une très belle carrière et qui a voulu travailler d'abord sur le roman de Molière de Bulgakov, et puis finalement elle s'est acoquinée avec une autrice de ses amies pour écrire une pièce sur des rapports rêvés entre Molière et Bulgakov, l'un étant fasciné par les figures de l'autre, tous les deux étant auteurs de théâtre et tous les deux ayant eu maille à partir avec la censure de façon très différente. Mais donc c'est une réflexion là-dessus. Au studio théâtre d'où rayonne la nuit. Oui, ça c'est le cabaret de Young et Jarovski. Voilà, exactement. On ne sera jamais Alceste. Ouais, ça c'est ce sont les leçons de théâtre de Jouvet pour le conservatoire. Le mariage forcé. Ouais. Et puis on continue aussi avec ce théâtre à la table qui est une manière merveilleuse, vous le disiez, de voir le travail en fait de l'acteur, d'avoir ce privilège de photo d'un instant en fait, et de comprendre bien comment les choses s'inscrivent dans les corps et prennent leur place. C'est une manière aussi de continuer. C'est prévu hors crise. Cette crise a des la crise a des circonvolutions finalement plus longues qu'on ne le pensait, mais on a fait ce travail-là au moment où on ne pouvait pas jouer, et puis on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui ont aimé ce travail et qui en ont profité parce que simplement ils ne viennent pas à Paris ou trop rarement pour voir les spectacles. Il me semblait très important de garder le lien avec vous. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui nous regardaient et qui ne sont pas forcément à Paris, qui peuvent pas tout voir. Et c'était une manière aussi d'inscrire de façon numérique pour vous une partie de la saison, ce qui nous permet aussi de traiter des grandes pièces que les metteurs en scène n'ont pas choisies et qu'on n'avait pas ni le temps. Voilà, les femmes savantes, Amphitryon, Georges Dandin. Absolument. Oui, tout à fait. Donc on en fait 4 au Vieux Colombier et puis 4 au Studio Théâtre. Au Studio Théâtre, vous savez que la durée des spectacles doit permettre aux acteurs qui jouent à 18h30 de pouvoir rejoindre à 20h30. Et il y a plein de pièces en un ou deux actes. Comme il y a plein de petites pièces de Molière qu'on ne traite jamais parce qu'elles sont trop courtes, c'est un créneau formidable pour les faire. Oui, parce que ces 33 pièces, on les aura quasi toutes d'une façon... pas beaucoup, mais une bonne vingtaine. Plus que ça. On arrive vers les 25, je crois. C'est tout à fait gourmand. Mais un grand merci. Merci à vous. Rendez-vous samedi, évidemment. Je suis désolé d'être une sorte de sociétaire de quelle comédie actuellement. J'ai l'impression d'y être. Mais c'est parce que les acteurs travaillent d'arrache-pied pour cet anniversaire et vous aurez le privilège de les retrouver, vous ne les verrez plus. Voilà, je tenais à le préciser. Merci beaucoup évidemment à Arthur Lenoir et à Andrea Villechange de mettre en image toutes ces rencontres. C'est formidable. Et lundi prochain, rendez-vous, vous l'avez compris, samedi et lundi prochain avec Béline à 19h pour de nouvelles réjouissances. Excellente semaine à vous. Et merci Bakary. Merci. Merci Judith. Super. Merci.